The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, je suis avec ma craquante préférée, Dédé Schütz. Mais oui, je suis toujours là, accroché tel une moule à son rocher. On ne me détrônera pas de cette émission de jeu de rôle. Ouais, alors pourquoi je parle des craquantes on va le voir parce qu'on va parler notamment du jeu de rôle Brindlewood Bay où on incarne des mamies. Et les craquantes, c'était quand même une série assez extraordinaire de 4 mamies. Oui, moi je préférais Arabesque quand même. Alors, ouais, parce que les craquantes, c'était pas intrigue policière, mais en fait, c'était le même créateur que Desperate Housewives. Ah ouais, ça, je savais pas ça. Et bah si. Et en fait, si tu regardes bien les persos des craquantes, tu retrouves un petit peu les archétypes que tu retrouves après dans Desperate Housewives. Ah bah écoute, je vais me refaire les deux séries. Ouais, voilà, les craquantes, c'est quand même un des rares programmes où t'avais que des personnes âgées qui étaient héroïnes du truc, donc c'était assez cool, quoi. Ouais, bah oui, on n'en voit pas beaucoup. Bah non, parce qu'on est frappé par l'agisme quand même, qui dit que à passer un certain âge, surtout quand t'es une femme, hop, au revoir, on veut plus de toi, tu n'es plus intéressante. Ouais, c'est ça. Tu reviendras quand tu seras vraiment vieille pour faire justement un second rôle de mamie. Exactement. Ouais, donc on fait notre émission consacrée aux jeux de rôle. Alors on va commencer un petit peu par les news, achats, découvertes, un peu pêle-mêle. Alors moi j'ai vu que chez Philibert, j'ai vu ça sur Philibert, je n'ai pas de lien d'affiliation donc ce n'est pas la peine de vous précipiter éventuellement. Il propose le pack révélation de Cthulhu no Kami. Donc en fait c'est un setup inspiré donc de l'univers de Cthulhu, mais qui est sorti chez Studio Dead Crows, qui permet de jouer dans l'univers de Cthulhu, mais un univers japonais. Ça va mixer en fait toutes les horreurs, enfin l'horrifique japonais avec le mythe de Cthulhu. Je dois dire que c'est quand même sur le papier, c'est hyper intriguant. On a très envie. Les couvertures sont absolument magnifiques. Voilà, ça c'est pour le côté très superficiel de l'émission. Le prix est assez magnifique aussi parce que oui, le prix c'est le prix d'un aller-retour au Japon aussi, je crois. Alors peut-être pas quand même, mais on est quand même dire que tu peux manger beaucoup de ramen avec ça. C'est quand même 250 €. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je trouve la promesse intéressante. Oui, si on aime le thème japonais, ce qui est pas trop mon cas, mais... Non, ça tu t'en fous. Non. T'as pas cédé à cette hype des gens qui sont nés à la fin des années 70, début des années 80 avec cette fascination pour le Japon. Ouais, non, écoute, le Japon, ça m'a jamais fasciné. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai regardé des mangas dans le Club Dorothée comme tout le monde, mais je ne suis pas, ça m'a jamais... c'est pas une culture qui m'a intéressé. Bon, il y a d'autres endroits où... Tu as le droit. Tu as le droit, je suis sûre que tu dépenses ton argent ailleurs que dans les ambiances japonisantes. Oui. Alors en fait, moi ça me plaît bien, mais j'avoue que je suis toujours un peu gênée parce qu'il y a toujours un peu de fantasme, je trouve. On a toujours un peu de fantasme sur les ambiances japonaises avec beaucoup de n'importe quoi, j'ai l'impression. Donc je sais pas du tout ce que vaut ce jeu. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Le prix me refroidit nettement quand même, j'avoue. Oui. ça fait réfléchir un petit peu avant de cliquer, quoi. Avant de cliquer, exactement. Est-ce que toi, tu as vu d'autres dans les news ou les achats ou les financements participatifs, puisque toi, tu es quand même le grand spécialiste des financements participatifs, j'ai remarqué. Ouais, moi, je suis spécialiste des financements participatifs pour pas les faire, quoi. Pour que les gens le fassent et que ça arrive en boutique. Alors là, j'ai trouvé mieux. J'ai vu que il y a le financement participatif de Petite Sorcière. Ouais. Et alors là, c'est donc un jeu de rôle d'Antoine Bozin, oui, qui est pas tout neuf, puisqu'il date de 2005, je crois. Le jeu de rôle date de 2001, donc voilà, ça fait déjà 23 ans. Et il a été publié en 2005, déjà sous le nom de Contes ensorcelés. Ouais. Vous avez peut-être connu Contes ensorcelés. Moi, c'est l'édition que j'ai en fait. Et il redébarque avec Matago, avec une nouvelle édition de son jeu de rôle pour les enfants où on peut jouer des sorcières.
Ouais. Bah ouais, moi j'avais j'ai une version effectivement qui s'appelle Conte ensorcelé. Alors je sais plus trop quel est l'éditeur d'origine. Il y a eu 2 éditions. Il y avait une édition du 7e cercle, et je crois que ça a été repris en 2014. Il y a une première édition en 2005 et ça a été ensuite repris, ça a été même édité en anglais par Crafty Games en 2013, et ça a été réédité après encore en français, je sais plus qui. Ouais, moi j'y avais joué avec mes enfants. Et alors, si vous voulez aussi vous le tester, j'ai remarqué que sur le site d'Antoine Boza, il est toujours disponible gratuitement si vous voulez voir un peu de quoi il retourne. Alors, je pense qu'il a un peu évolué par rapport à ses BDF du départ. Mais on voit que c'est un vieux jeu de rôle parce qu'il a un lien vers le site de l'Elfe Noir. Alors, je ne sais pas si tu connaissais le site, le Zden, comme zden.org. C'était début des années 2000, un des sites de référence du jeu de rôle en français, mais qui a fermé depuis. Et donc, il a un lien donc, sur sa page Petite sorcière sur le site de l'Elfe Noir qui n'existe plus. Falloir aller écumer le dark web pour le retrouver. Et donc toi, t'avais fait jouer, ça avait bien marché ? Bah oui, parce qu'en plus, je crois que nous, dans le scénario qu'on avait fait, le premier scénario qu'on avait fait avec les enfants, il y avait une histoire de fabrique de chocolat. Donc autant dire que ça marche toujours. Voilà. Et le système est super simple. Hein. C'était vraiment, je crois que tu as 3 caractéristiques qui doivent être, tu vois, cœur, force, et puis, en gros, charisme, pas charisme, mais plutôt empathie, qui correspondrait à empathie, force, et puis intelligence. Et tu résous au D6, il me semble. Oui. C'était assez simple à faire, et après, le monde dans lequel ça évolue est assez cool. Pour des enfants, parfait. Enfin, ça s'adapte parfaitement. Et puis, les petites intrigues, elles étaient très marrantes, quoi. Ouais, voilà, ça a l'air sympa. Donc, si vous voulez une belle édition. Là, ce que je vois, en fait, c'est ça, c'est jouer à Chocolat ensorcelé. Il me semble que c'était ça qu'on avait, notamment. Le premier qu'on avait fait, c'était ça. Donc voilà, pour 29 €, c'est pas non plus abusé pour. Non, si on cherche des jeux qui sont vraiment accessibles pour faire jouer spécifiquement des enfants, quoi. Voilà pour moi. Et toi, tu avais encore un autre truc, je crois ? Ouais, un financement participatif. Alors, je sais pas s'il sera encore disponible quand l'émission sera diffusée. C'était Pèlerine et Aorinox. En fait, c'est 2 jeux. Pèlerine, que je ne connais pas, et Aori, pour le coup, j'y avais joué parce qu'il était disponible. C'est un jeu de Gaël Sacré qui était disponible sur sa page Itch.io, et que donc j'avais récupéré là-bas, et j'y avais joué l'année dernière. En fait, c'est un jeu dans Aori, on jouait à 2. Alors je sais pas comment ça a évolué, mais on jouait à 2. Il y en avait une qui incarnait la voyageuse et l'autre la guide, et on utilisait, en fait, on jetait les dés, et avec les dés, ça te donnait, en fait, des combinaisons sur des tables pour inclure des éléments, des mots-clés, en gros, dans la narration. Et c'était une sorte de voyage un peu quête initiatique, où tu avais à chaque fois des obstacles à franchir, etc. Donc c'était vraiment de la narration partagée, vraiment de la conversation. Il n'y avait pas de combat ou de choses comme ça. Moi, ça m'avait bien plu, même si c'était un peu... Là, ils disent solo ou duo. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on avait joué en duo, en fait. Et je vous encourage à aller regarder. Moi, j'en ai un bon souvenir. Pas toujours forcément évident pour la première partie. Une fois que tu as fait une première partie, tu vois beaucoup mieux ce que tu peux faire ou pas dans le jeu, enfin les libertés que ça t'offre. Il y a une ambiance très... tu sais, ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo qui s'appelle Journey. Oui. C'est une des sources d'inspiration. Donc, qui est un peu contemplatif, comme ça, avec vraiment des descriptions de paysages et tout. Et c'était assez chouette, quoi. Voilà, et tu utilisais beaucoup de tables, en fait, une table aléatoire. Alors là, le financement, c'est Maison Nébuleuse qui propose ça. Et puis Pèlerine, par contre, pour le coup, je connais pas du tout. Mais enfin, allez regarder, en tout cas. C'est pour 3 à 5 joueuses, plusieurs sessions. Et c'est là aussi, j'ai l'impression que c'est aussi un jeu d'exploration, en fait. On joue des pèlerins ou des pèlerines qui sont là pour dénouer un peu les mystères du monde, et d'une éclipse de lune un peu énigmatique. Donc ça a l'air assez cool. Les visuels sont très très beaux, clairement. Ouais, oui, les visuels sont pas mal.
Alors, je sais pas, là, ils ont l'air de dire que c'est jusqu'à la fin du mois de mai, le financement. Quand nous, on diffuse le 30 mai, donc peut-être que ce sera encore possible d'aller regarder sur le financement participatif. Oui, il reste quelques jours là. Ouais, quelques jours, exactement. Est-ce que tu as acheté des jeux, toi, sinon, Dédé? Non, j'ai été beaucoup trop raisonnable pour ce mois-ci. T'as pas suivi l'adage en mai, fais ce qu'il te plaît et dépense ton argent n'importe comment? Non, j'ai pas suivi cet adage. Mais mai n'est pas fini, donc je vais peut-être me rattraper. Et toi, qu'est-ce que t'as acheté? Alors moi, j'ai pas acheté encore, mais je l'ai repéré, je pense que je vais l'acheter. C'est un jeu qui s'appelle Suspect Pocket Mystery. C'est un jeu dans lequel, en fait, on va faire une sorte d'enquête. Je pense que c'est un jeu pour 2. Oui, c'est 2 joueurs. Ouais, 2 joueuses. Et puis, il y en a une qui joue l'investigatrice et l'autre les suspects. Et donc, l'investigatrice va poser des questions, le suspect ou les suspects à chaque fois vont répondre, et on va ainsi construire ensemble une toile un peu de tous les événements. Et puis finalement, il faudra accuser quelqu'un. Alors le concept m'a beaucoup plu. Tu sais que j'adore tout ce qui est lié à l'enquête et tout, donc je trouvais que ça avait l'air vraiment super cool. Mais je me suis pas encore lancée. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder plus en détail. Mais c'est un jeu que j'ai dans ma liste de jeux potentiels en tout cas. Ça a l'air sympathique d'être à 2 et il y en a un qui fait le flic et l'autre qui fait le coupable. Enfin, le suspect. Et est-ce que tu as joué, en revanche, alors hormis Brindlewood Bay dont on va parler après? Oui, j'ai quasiment refini ma deuxième session de Our Time on Earth. Ouais. Le jeu où on est des aliens dont on a parlé la dernière fois. J'ai recommencé avec une autre personne et c'est vrai que la dynamique est assez différente entre les gens. Après, moi, je trouve que c'est un peu... La deuxième session est un peu plus difficile pour éviter de se redire, même si c'est avec une autre personne. Je pourrais redire, repartir sur des idées que j'avais déjà développées, peut-être, mais je me dis, j'essaye de changer et c'est un peu plus difficile, mais c'est toujours agréable. Ça demande de chercher un peu plus des idées. Ouais, de partir dans d'autres directions, c'est ça? Voilà, ouais, de partir dans d'autres directions, de dire bon, qu'est-ce que j'ai pas encore exploré comme endroit. Moi aussi j'ai fini ma deuxième session. On n'a pas encore, alors elle est finie depuis un bout de temps, mais on n'a pas eu l'occasion encore de débriefer parce qu'on veut débriefer en IRL comme on dit. Autour d'une bière, quoi. Et pas ouais, non parce que je joue avec quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, donc ça risque pas. Et donc moi j'ai joué avec la même personne une deuxième session, donc on a pris vraiment des angles très différents, lui et moi pour nos personnages et pour le sens. Je pense qu'il a mieux réussi que moi à se détacher de ce qu'on avait fait la première session et à vraiment donner une autre impulsion au jeu, beaucoup plus je sais pas, pas inventé, mais qui tournait moins autour de ce qu'on pouvait ressentir nous en vrai et qu'on traduisait dans le jeu. Là, je pense que c'était beaucoup plus roleplay, si on peut dire. Moi, j'ai eu plus de mal à le faire. Comme quoi, j'ai l'impression que je prends vraiment ce jeu ou ce type de jeu comme quelque chose d'assez cathartique. Mais ça restait quand même super cool. Après, on avait pris les mêmes modalités, hein, les 6 semaines, etc., etc. Enfin, tu vois, le même mode de discussion en jeu, hors jeu, etc. Enfin, ça, on a rien changé. Je pense qu'on devrait pouvoir débriefer prochainement. Je verrai un peu ce que ça donne. Avant la fin de la saison. Oui, peut-être, ouais, je pourrais peut-être le dire la prochaine fois, si tout va bien. Mais ça reste une expérience assez cool, toujours, hein. Et puis il y a le petit sentiment que j'ai trouvé qui est vraiment chouette, c'est de l'attente des messages en fait quand même de l'autre. Même si dans le jeu ils te disent tu dois pas, c'est pas forcément un ping-pong, on se répond pas forcément sur nos messages, mais t'es quand même toujours dans l'expectative du message de l'autre. Et t'es content quand tu reçois ton message, tu vois le truc. Ouais, il y a un côté très agréable à recevoir les messages, c'est toujours plaisant. Et parce que même si c'est pas un ping-pong vraiment de dialogue, souvent tu poses des questions à l'autre, enfin tu ouvres des possibilités sur des axes de discussion.
Donc t'as quand même la satisfaction quand la personne elle te répond ou qu'il y a vraiment une sorte de une vraie correspondance en fait qui se crée quoi. Ouais, quand ça match entre voilà la question que tu poses et que l'autre rebondit et enchaîne sur autre chose et que ensuite il te repose une question et que ça parce que ça aide aussi l'autre je pense à rebondir, ouais. À se lancer et à commencer sa lettre quoi donc tout à fait. Ouais, c'est toujours bien. Et sinon moi j'ai joué à Sweet Agatha. Alors, je sais pas si tu connaissais Sweet Agatha ou pas du tout. Ah oui, c'est pas tout neuf ça. Non, non. Effectivement, c'est pas récent. Donc c'est un jeu de Kevin Allen Jr. Ça peut faire penser un peu à Alice is Missing d'une certaine manière sur la thématique. C'était un des premiers jeux où on disait jeu de société narratif. Ouais. C'est avec ça que c'était arrivé le jeu où il disait c'est un vrai jeu narratif. Là, alors vous pouvez le trouver en PDF sur le site de Lapin Marteau. Donc effectivement, l'histoire, c'est qu'on a le personnage d'Agatha qui a disparu. Voilà, elle a tout abandonné derrière elle et on veut la retrouver, en tout cas savoir ce qui lui est arrivé, un peu comme dans Alice is Missing. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a une des joueuses qui va jouer la lectrice et l'autre qui va jouer la vérité. C'est-à-dire que on va télécharger un document. Donc, je pense qu'à l'origine, il était vendu en physique, mais là, donc c'est un PDF où on va avoir des pages de journal, des notes, des photos, enfin plein de petits éléments. Donc l'idée, c'est de le lire avant. On a également tout un tas d'indices qu'on va découper. Donc préparez vos ciseaux avant de commencer la partie. Et puis, je sais pas, par exemple, on va créer plusieurs scènes. La lectrice, elle va dire, elle a lu dans le journal que, je sais pas moi, Agatha, elle avait été se promener dans une usine désaffectée et elle va dire, je vais aller dans l'usine désaffectée, voir si je trouve des informations sur ce qui est arrivé à Agatha, où elle pourrait être et tout. Et en fonction de ça, en fait, celle qui joue la vérité va lui donner des indices qu'elle va choisir et qui lui semblent concordants. Qui vont permettre en fait d'étoffer le récit, d'étoffer ce qui est arrivé, parce que c'est toujours ça. Et on va un petit peu se répondre comme ça en utilisant un peu les indices qu'on va essayer de faire coller au lieu qu'on visite, etc. Alors c'est prévu pour durer 1 heure. Je pense que c'est bien parce que au-delà, en fait, on est un peu, déjà on est quand même un peu perdu devant le jeu, clairement. Nous, on savait pas trop où on allait. On était assez dubitatifs tous les deux. Quand on a commencé, et je dois dire qu'on était tout aussi dubitatifs après la fin de notre partie. Vraiment, on a eu du mal à comprendre ce qu'on devait faire, comment on le faisait. Pourtant, ça ressemble à d'autres jeux un peu comme ça de narration collaborative. C'est un peu du Bob, non ? Ouais, je sais pas trop. Mais à deux. Ouais, mais c'était vraiment bizarre, quoi. On savait pas trop où aller. Parfois, t'as vraiment envie que les indices ils cadrent tellement que ça devient presque contraignant. Et en plus, il y a tout un truc, c'est que dans le jeu, à chaque fois, il te dit en gros, ça c'est des conseils, mais au final, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est pour vous. Et puis un peu démerdez-vous avec, quoi. Et ok, d'accord, bon. C'est cool, on a de la liberté, mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop comment on doit le faire. Ouais, moi, je suis assez mitigée quand même sur l'expérience, quoi. J'avais pas eu l'occasion de le faire, mais... en tout cas, je me verrais pas du tout le refaire, tu vois. Ouais, j'ai pas été enthousiaste du tout, quoi. On n'a pas fait les 10 scènes qui sont proposées, on en a fait un peu moins. Et puis, à la fin, on s'est regardé en disant, ok, c'est cool, on a inventé des trucs sympas, mais bon. Mais quel est le... Ouais. Vraiment, là, on a eu du mal à comprendre l'enjeu de ce qu'on faisait. Puis, parfois, tu as l'impression de tourner vraiment en rond, ou alors, pire, de sombrer un peu dans des trucs très clichés, quoi. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais j'ai pas été enthousiasmée par le jeu, quoi. On entend ça. Oui, je sais pas. Après, voilà, c'est peut-être un jeu il a peut-être vieilli aussi. C'était quoi, il y a 10 ans, je crois.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est tellement pas cadré que là, du coup, t'es vraiment perdu et t'as pas l'impression de faire des trucs super, quoi. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Bon. Et puis, pas trop d'autres choses à raconter, en fait. Termes d'expérience, j'ai pas fait grand-chose ces derniers temps, donc pas grand-chose à raconter au niveau des nouveaux jeux joués ou découverts. Bah, il fait beau, hein. On sort, on joue pas. Hein. Non, il fait beau, il fait pas du tout beau. Tu rigoles, il fait absolument pas beau. Ah, ça dépend des jours. Hein. Ouais. Peut-être pas dans ton endroit, hein, mais... Moi, je trouve qu'il fait pas très beau du tout, quoi. Mais bon, ça, c'est très personnel. Écoute, je te propose qu'on parle maintenant du sujet principal de l'émission. D'un endroit où il fait toujours beau. D'un endroit où le soleil brille toujours, Brindlewood Bay, bien sûr. Mais oui. Et oui, parce qu'on a fini, alors on n'a pas fini en tant que tel, mais on a fait 2 enquêtes complètes de Brindlewood Bay. Donc nous avons joué avec Elodie et Mad. C'était moi qui officiais en tant que meneuse et vous incarniez les extraordinaires mamies, puisque dans Brindlewood Bay, on incarne des maîtresses du crime, en fait, hein, si on peut dire. C'est-à-dire des mamies qui enquêtent sur les crimes, comme tu le disais, tu faisais référence à Arabesque en introduction, mais effectivement, c'est la grosse, je pense, inspiration du jeu. Donc, Brindlewood Bay, c'est un jeu de Jason Cordova qui a été proposé en français par Gulix. Je pense que c'est sa traduction avec laquelle nous jouons. C'est un jeu qui utilise le système du PBTA. Voilà, donc un système qui, on le sait, offre beaucoup de place à la narration collaborative. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui préexistent avant le début des parties et on va un peu tout créer. Alors le pitch, on l'a dit, hein, on incarne des femmes d'un certain âge qui appartiennent à un club de lecture, qui sont fans de romans policiers et qui, par ailleurs, enquêtent sur de véritables crimes qui sont commis dans leur petite ville. Elles aident la police, enfin le shérif ou pas, enfin en tout cas il est plus ou moins consentant pour qu'elle les aide. Ouais, elles sont consultantes pour la police de Brindlewood Bay, mais consultantes bénévoles, quoi. Truc qui en vrai n'existe pas. Enfin, à quel moment un shérif va demander à une grand-mère qui fait des cookies en principe pour la kermesse d'enquêter. Donc on l'a dit, c'est un système de PBTA, donc on va jouer avec 2d6. Les réussites, c'est à partir de 7, et selon le degré de réussite, on a une réussite qui est plus ou moins forte, mais à chaque fois, ça va amener à raconter, en fait, à ajouter de la narration en fonction du résultat, si on réussit normalement ou avec plus ou moins de succès. Les maîtresses du crime, elles ont aussi des manœuvres spécifiques qui sont toutes référencées par rapport à des séries télé, des personnages emblématiques d'enquêteurs et enquêtrices. Et elles ont aussi, il y a aussi une particularité, c'est qu'elles peuvent coiffer des couronnes dans le jeu, selon certains cas. Et coiffer une couronne, en fait, ça t'oblige, grosso modo, à raconter quelque chose en lien avec ton passé, ton histoire, voilà, des souvenirs plus ou moins intimes. Ouais, ça te permet d'avoir un jet de dés, d'augmenter ta réussite d'un cran. Donc, si c'est raté, que ce soit réussi. Mais le prix, c'est de raconter un détail intime, enfin intime ou pas forcément intime, mais un détail de l'histoire de ton personnage pour faire grossir la narration, quoi. Ouais. C'est double narration, et tu as raté, ça raconte quelque chose, et tu dois dire encore. Ouais. Enfin oui, où tu as réussi, et ça. Alors le point le plus évident, c'est qu'on joue donc des mamies, des grands-mères, et on a demandé à Elodie et Mad, hein, qui ont joué avec nous, en fait, d'enregistrer des petites pastilles comme on l'avait fait pour le règne de la terreur, pour dire un petit peu le ressenti. Alors je te propose qu'on écoute d'abord la pastille d'Elodie. Gabriel, Nancy et Monique, on ne sont pas là que pour lire des romans. Elle est de la shérif à résoudre les enquêtes. Salut à toutes, salut à tous. Eh bien, voici mon compte-rendu du jeu Brindlewood Bay. Quand Paul Gara nous avait proposé de jouer à ça, nous en fait le pitch. Elle nous dit, voilà, je vous propose de jouer des grands-mères qui vont enquêter dans un univers parfois un peu surnaturel. Mon cœur a fait un énorme bond dans ma poitrine en me disant, waouh, ça va être excellent. J'ai tellement hâte, et quelle belle proposition elle nous fait là. J'adore les romans policiers, j'adore les séries policières.
L'idée de jouer des grands-mères, donc avec parfois peut-être un corps un petit peu diminué, mais l'esprit vif, et de mettre en avant des personnages qu'on a tendance parfois à oublier, je trouvais ça très très cool. Donc il a fallu créer nos personnages. J'ai choisi de créer Gabrielle qui s'appelle comme ça en l'honneur de ma grand-mère, qui est la mamie la plus cool que je connaisse évidemment. Gabrielle, c'est la mamie que je rêverais d'être. Elle est libre, elle est foutraque. Évidemment, je ne serai jamais comme elle, parce que évidemment, je n'ai jamais arpenté tous les États-Unis, et je ne suis pas aussi libre qu'elle. Mais voilà, c'est une sorte de moi rêvé. Qui s'en fout un peu de tout, qui est une vraie artiste, qui a vécu des choses incroyables dans sa vie, qui a été serrurière, qui a été croupière, qui a été doc à Baltimore, docresse, je sais pas comment on dit. Et toute sa vie, je me suis amusée à faire en sorte que ce soit des hommages aux séries que j'aime particulièrement. Donc elle est née à Dixon, une petite ville du sud du Texas, qui est un hommage à Friday Night Lights. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous encourage à la voir, elle est assez incroyable. Les docs à Baltimore, c'était un clin d'œil à The Wire. Et puis il a fallu aussi choisir notre manœuvre de maîtresse. C'est l'espèce de super pouvoir qu'on avait. Les autres m'ont laissé prendre la manœuvre de Dale Cooper, donc hommage à Twin Peaks. Twin Peaks qui est la série que j'aime le plus au monde. Pareil, si vous n'avez pas vu Twin Peaks, courez-y. Et donc moi j'avais droit à des espèces de visions un peu cheloues à chaque début de soirée, à chaque début de partie, qui étaient des visions des tréfonds et des indices des tréfonds. Donc ça, on s'en est pas trop servi. Je pense que c'est plus pour du long terme. Et là, pour l'instant, on n'a pas eu une vision tout à fait d'ensemble avec les 2 enquêtes qu'on a faites. Donc maintenant, si on passe un peu au jeu, par rapport à Cthulhu, le règne de la terreur, ici, on est beaucoup, beaucoup plus libre. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on co-crée une sorte d'imaginaire commun. On n'est pas dans l'imaginaire que du MJ, dans ses descriptions, parce que c'est nous qui allons aussi décrire les lieux, c'est nous qui allons décrire les personnages, qui allons imaginer quelles peuvent être leurs personnalités, les rapports qu'on peut avoir avec elles, avec eux, notamment cette chère Madame Willoughby, qui était une sorte de némésis de Monique. Et ça, c'était assez délicieux parce que on était vraiment engagés dans cet imaginaire commun. Donc là, ça nous force à être vraiment à fond dans le truc. On peut pas se planquer derrière les autres aussi. Donc c'est vrai que certains soirs où j'étais un peu fatiguée, il fallait que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour vraiment m'engager dans la partie et être présente. Et c'est vrai que par Discord, des fois, c'est un peu plus difficile quand même. On peut relâcher un peu la tension, etc. L'histoire était tellement prenante et on était tellement à rire et à passer des bons moments que c'était impossible de se désengager de cette histoire et de se désengager du jeu. J'ai beaucoup aimé aussi tout le principe de coupure pub qui vraiment nous relie à une série télé. La première était complètement inattendue. À un moment donné, Paul Gara nous arrête et nous fait « Pof, coupure pub, vous allez nous faire une pub sur les Montescalier Stana ». Ok, on était en train d'enquêter sur le meurtre d'un riche gars qui était tombé de son yacht et d'un coup, on parle des Montescalier Stana, tout va bien. Et cette espèce de contre-pied comme ça, régulier, était vraiment drôle. Amener une sorte de légèreté dans l'histoire et dans ce qu'on vivait et une sorte de second degré que j'ai vraiment trouvé génial. Voilà, on a beaucoup ri, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Et ça a fait un bien fou. J'ai adoré mes soirées passées avec vous, donc je vous remercie énormément, énormément, énormément. J'espère qu'on en aura plein d'autres. J'espère vraiment retrouver Gabrielle, un de ces 4. Je pense qu'elle va me manquer. Je pense que ses phrases vont me manquer. Je pense que sa liberté, j'espère garder un peu de sa liberté en moi. Je pense qu'elle a changé quelque chose en moi, cette petite dame. Et donc merci de m'en avoir donné cette opportunité. Et puis, vivement les prochaines aventures. Donc, Élodie, on remercie bien sûr Élodie nous avoir fait ce petit retour. Donc, on comprend que elle, ça a été pour elle un hommage à sa grand-mère, ce jeu. Oui. Et que du coup, elle en a profité dans le background du personnage qu'elle a créé, donc le personnage de Gabrielle, pour aussi rendre des hommages à des séries télé qui lui tiennent à cœur. Et elle met beaucoup l'accent aussi sur la grande liberté qu'on ressent dans le jeu.
Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi Oui, bah surtout que, alors, elle nous avait dit qu'elle avait peu d'expérience en jeu de rôle, et c'est vrai que comparé au règne de la terreur, où on est un peu contraint, ici on peut vraiment faire, on peut vraiment faire ce qu'on veut, et c'est vrai. Après, il y a toujours la peur de, il y a trop de possibilités, on peut, on a peur du vide, de tout ce qu'on peut faire, quoi. C'est ça, de peur de l'étendue de ce qu'on peut faire, et ça peut aussi des fois un peu bloquer, de se dire, vers où on va aller, quoi. Donc voilà. Mais oui, on est beaucoup plus libre sur, En fait, on est plus libre qu'on soit meneuse ou joueuse. En réalité, en fait, on le ressent des 2 côtés parce que, en réalité, on a en tant que meneuse, moi, je n'ai que des pitchs d'enquête. Donc j'ai une sorte de mise en place, comme si je n'avais que la mise en place. J'ai, quelques suspects, enfin voilà, avec des descriptions, mais très rapides, 2-3 lieux dans lesquels se situe, l'enquête au cas particulier, et ensuite c'est tout. En fait, je n'ai rien d'autre, et donc ce qui permet en réalité d'à chaque fois vous mettre à contribution pour créer, alors tant le background de vos personnages qui sont, forcément c'est pas des pré-tirés, donc on a beaucoup de liberté pour les créer et tout. Mais en plus, on peut vous pouvez les développer tout au long de la partie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, on l'a dit, parce qu'on va, et le jeu l'encourage aussi. Voilà, le jeu l'encourage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez les personnages, on va potentiellement se demander est-ce que vous les connaissez déjà, comment vous auriez pu les connaître, notamment aussi pour tous les PNJ un peu récurrents. Typiquement, le shérif, on verra après dans la pastille de Mad que le shérif, elle le connaissait bien. Les lieux importants de la ville, finalement tout l'univers, tout le décor, et puis avec le fait de coiffer les couronnes et parfois de devoir livrer des moments d'intimité, ça encourage également à, au fil des parties, renforcer le background des persos que vous jouez, quoi. Oui, et même pour l'expérience aussi, on doit choisir au départ des actions qu'on estime, enfin qu'on va essayer de faire, et si on les fait, on gagne des points d'expérience, on va dire, rapidement, quoi. Et parmi ces trucs, j'ai partagé ma sagesse avec une jeune personne, ou j'ai parlé de mon défunt conjoint, voilà, ou d'un proche décédé. Donc ça encourage aussi à créer du background, et le système PBTA est vraiment là. On te dit oui, c'est vraiment l'idée de dire oui, d'accord, tu as réussi, mais pourquoi, enfin, quelle est ton expérience que tu as eue avant qui te permet de réussir ça, et donc de rajouter de la création de l'univers, même avec une action, quoi. Toi, tu as incarné le personnage de Monique. Oui, moi j'ai incarné le personnage de Monique. Alors au début, j'avais choisi le prénom Monique parce que je ne sais plus pourquoi j'avais choisi ce prénom-là, et on m'a rappelé que c'était aux USA. Alors je dis mais ça sonne pas trop américain. Ça sonne pas trop américain, Monique. Et donc j'en ai fait une Québécoise expatriée. Ouais, avec un passé très trouble, hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle était arrivée que à la retraite à Brindlewood Bay, donc personne ne la connaissait d'avant. Et voilà, ça a un passé, ça a gardé une part de mystère déjà sur le personnage. Et ça, du coup, il y a quand je raconte des choses, voilà, c'est pas des évidences même pour les autres, même pour mes amis. Et oui, un passé un peu trouble, parce que j'ai fait un jet de dés de crochetage qui fut une réussite critique, qui a éveillé beaucoup de soupçons. Ouais, on t'a imaginé. Non pas du shérif. Non, pas du tout du shérif, qui était un peu quand même un peu nulos, on peut le dire. Oui, mais de mes collègues qui ont dit c'est quand même bizarre que tu saches crocheter si bien. Et donc voilà. Et donc oui, j'avais fait de Monique la mamie gâteau, donc celle qui a toujours une boîte de cookies, voilà, quand ses amis elles viennent prendre le thé, hop, il y a toujours qu'un petit truc à manger. On t'a vu aussi un peu mamie jalouse. Oui, oui, parce que il y avait un des autres personnages, c'était June Willoughby, qui avait une PNJ, ouais. Une PNJ, oui, pardon, qui avait un salon de thé, et ça, elle faisait de la concurrence sur les gâteaux, et ça,
Ça n'allait pas, ça. Non, ça, tu l'as pas trop supporté. On a bien noté que le fait que c'est Cupcake était très réputé, ça te plaisait pas trop, quoi. Et ouais, c'est vraiment, enfin, le fait de jouer une grand-mère, ça apporte vraiment le fait de pouvoir faire n'importe quoi. De dire qui va dire quelque chose à une grand-mère, hein, tu vois, tu peux. Tu veux dire plus que de jouer un elfe ou une créature. Oui, parce que il y a tu vois, même dans une société, tu vois, si je joue un homme de 40 ans, si je double dans la file, on va me faire une remarque, tu vois. Alors que si je suis une petite mamie de 80 ans et que je double dans la file, on va dire oh, la petite mamie, c'est bon, on va la laisser passer. Alors, moi, dans la vraie vie, je râle après les personnes âgées qui essayent de me doubler dans les files, hein, je te le dis tout de suite. Ah là là. Mais je suis pas très, très gentille, j'avoue. On va écouter aussi Mad, qui elle joue le personnage de Nancy, et donc elle va nous faire son petit retour d'expérience. Puis comme ça, après, on pourra discuter plus en détail en fait de tout ce qu'il y avait dans le jeu, en fait, de tous les matériaux que proposait le jeu. À Brindlewood Bay, il y a un groupe de mamies, Gabrielle, Nancy et Monique. Elles ne sont pas là que pour lire des romans, elles aident le chef. Salut, c'est Mad. Alors, dans Brindlewood Bay, j'incarne le personnage de Nancy Andersen, qui est une médecin généraliste à la retraite qui a exercé la majeure partie de sa vie professionnelle à Brindlewood Bay. Alors depuis le décès de sa compagne, elle vit toute seule dans sa maison qui est remplie de souvenirs et de chats qu'elle a recueillis. Elle est passionnée de romans policiers et c'est donc tout naturellement qu'elle a rejoint le club des lectrices fans des enquêtes d'Amanda Delacour qui se réunit une fois par semaine au premier étage de la librairie de la ville. Je l'ai imaginée comme ayant une bonne connaissance des grandes et petites histoires de la ville parce que pendant plusieurs décennies, elle a été la témoin privilégiée des mésaventures des habitants et peut-être même qu'elle a pu être la confidente de certains. Elle est donc détentrice de quelques secrets de famille peu avouables, comme par exemple le fait que le shérif ait appris tardivement à faire du vélo à l'âge de 12 ans. Du point de vue de ses compétences, elle a gardé des réflexes face à un corps fraîchement refroidi, prenant même parfois des initiatives plutôt que de laisser œuvrer les personnes habilitées. Mais si personne n'y voit à redire, je ne vois pas pourquoi elle s'en priverait, puisque cela peut s'avérer extrêmement utile lorsqu'on veut jouer les détectives amatrices. Elle est un petit peu mêle-tout, la Nancy, quand même. C'est un personnage que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer puisque c'était déjà la première fois que je jouais un personnage qui avait dépassé les 70 ans et que j'ai bien aimé le décalage qu'on a pu avoir entre l'image d'Épinal d'une gentille grand-mère dont personne ne se méfie trop et le côté un peu déjanté voire punk que nos mamies ont pu avoir. Finalement, nos propres grand-mères, avant de nous faire des tartes à la rhubarbe ou des pulls en laine qui grattent, eh bien, elles ont été des jeunes filles, des femmes actives avec des désirs, des coups de folie. Elles ont sans doute fait des choses peu raisonnables, peut-être commis même des actes de délinquance, à l'image de notre copine Monique, dont le passé nous semble assez trouble. Et pourquoi, une fois arrivée à un âge avancé, elle devrait renier tout ça ? D'ailleurs, parmi les objectifs que l'on doit choisir en début d'épisode, on trouve se comporter comme une femme de la moitié de son âge, montrer que tu en étais encore capable. Cela nous invite à renforcer cet aspect des personnages. La dernière fois que nous avons joué, Nancy, pour remplir un de ses objectifs, a sauté par la fenêtre du salon pour pourchasser l'assassin qui était en train de s'enfuir et finir toute fracassée dans les rosiers, ce qui a donné le nom de l'épisode « Faut pas pousser mamie dans les rosiers ». Les situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés nous ont vraiment fait beaucoup rire, d'autant plus que nos parties ont été jalonnées de plein de petites surprises, comme la première fois qu'on a eu la coupure pub, le costume incroyable IRL que Gabriel avait fabriqué pour aller à la soirée du réalisateur, le générique de la série, et c'est surtout ce que j'ai adoré, c'est la façon dont nous nous sommes appropriés le jeu. La liberté que nous avions, le fait que tout ne soit pas écrit, nous a conduit, MJ et PJ, à construire ensemble l'environnement de Brindlewood Bay, les relations entre les personnes et même la résolution du mystère en nous appuyant sur nos vécus, nos stéréotypes de séries télé policières à l'ambiance Miss Marple ou Jessica Fletcher.
Je sais pas si je recommanderais ce jeu à des gens en leur disant allez-y les yeux fermés, parce que j'ai l'impression que la chimie a parfaitement fonctionné entre nous. On était sur la même longueur d'onde, et ce qui a fait des parties que nous avons faites des moments assez mémorables. Et clairement, je classe très haut dans mon top des expériences de jeu de rôle les parties que j'ai faites de ce jeu. Merci encore les amis pour les temps partagés et puis pour les fous rires. Nancy et Monique font démasquer le coupable. Elles n'ont peur de rien et le monde leur revient. Eh ben, on remercie également Mad, qui a manifestement pris énormément de plaisir aussi à jouer son personnage. Elle nous dit qu'on joue rarement des personnages de plus de 70 ans. Ça, c'est vrai. Moi, j'avais déjà joué un personnage de plus de 70 ans. J'avais joué un nain qui avait plus d'une centaine d'années. Oui, mais ça compte pas, là, c'est pas pareil. Parce qu'il était jeune encore pour un nain. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est assez Là, tu triches, monsieur, vous trichez. Ouais, donc en fait, elle met l'accent en fait sur beaucoup de choses du jeu. Donc c'est le fait de jouer effectivement ce que t'expliquais, hein, des personnes âgées, et ce qui donne une grande liberté dans le choix des actions. Le fait que les relations avec les PNJ ne sont pas les mêmes que si t'étais un enquêteur ou une enquêtrice un peu traditionnelle. Parce que comme tu l'as dit, il y a l'image on se fait tous de comment on interagit avec des personnes âgées, avec un petit peu une forme d'affection, en tout cas de tolérance, un peu comme quand on joue des enfants, tu vois, il y a une forme vis-à-vis des PNJ, on a l'impression qu'ils ont plus de tolérance sur certaines petites manies ou sur certaines petites marottes que vont avoir les personnages. Ensuite, c'est vrai que ça correspond à tout l'imaginaire, parce qu'on l'a dit, on résout des enquêtes, donc tout l'imaginaire qu'on a sur des personnages mythiques comme, comment elle s'appelle, Jessica Fletcher. Voilà, ou même Miss Marple, hein, dans l'univers d'Agatha Christie. Et puis, finalement, ce que propose Brindlewood Bay, c'est très peu de setup, vraiment des grandes lignes. On construit l'univers, on construit les personnages. Et en fait, c'est vraiment une sorte de bac à sable, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut choisir de le jouer très sérieux et peut-être même beaucoup plus thriller que ce que nous on a fait. Nous, on en a fait quelque chose d'assez drôle, avec beaucoup d'humour et beaucoup de fou rire. Oui, c'était plus la série du dimanche après-midi que du vendredi 23h. Clairement. Les enquêtes, quand on dit qu'il faut résoudre des enquêtes, alors attention, c'est pas du tout des enquêtes comme les jeux d'enquête, comme Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario préétabli. Et ça, je pense que c'est hyper important de le savoir quand on y joue, parce que si on se dit on va mener une vraie enquête policière avec un vrai scénario, des vraies motivations de personnages et une résolution qui est scriptée, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, le coupable ou la coupable n'existe pas dans la trame de l'histoire. On a 7-8 suspects qui ont tous de très bonnes raisons d'avoir commis le crime. On a en gros une vingtaine d'indices que vous trouvez en fonction de ce que vous faites. À chaque fois, j'essayais de vous donner un indice qui était approprié, tu vois. Où est-ce qu'on fouille Je sais pas si vous fouillez dans le bureau de quelqu'un, j'allais pas vous dire vous trouvez il y a une voiture dont les freins ont lâché, ça n'aurait pas de sens. J'essayais de dire vous trouvez une lettre d'amour non signée ou des choses comme ça. Donc voilà. Et finalement, à la fin de la partie, vous allez discuter sur les différentes possibilités, les différentes suppositions que vous faites par rapport à ce que vous avez trouvé, et finalement votre feeling particulier. Et ça se résout sur un jet de dés, c'est-à-dire que, en gros, chaque mystère a un niveau de difficulté. On retranche du niveau de difficulté, je crois, le nombre d'indices. Donc, si c'est un chiffre positif, ce sera un bonus pour votre jet de dés. En revanche, si vous n'avez pas trouvé beaucoup d'indices, ce sera un malus. Et ensuite, vous faites le jet de dés comme un jet normal, en réalité. Donc, il faut avoir la meilleure réussite possible pour avoir la meilleure fin possible, la meilleure résolution possible du crime, quoi. Mais donc, il n'y a rien qui est préécrit, hein. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que la dernière enquête que vous aviez menée, je vous avais demandé en off à chacune de me dire qui, selon vous, était coupable. Et en comparant vos 3 réponses, vous aviez 3 coupables différents, quoi. Ce qui était assez drôle. Alors qu'on a les mêmes indices et les mêmes... Et après, du coup, ça donnait lieu à une discussion enflammée sur ce qui vous paraissait le plus crédible et essayer de convaincre les autres que sa théorie est la meilleure.
même si en réalité, ça n'a aucune incidence sur la résolution finale, quoi. Et ça, je pense que C'est juste un autre PNJ qui va se barrer en courant, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, ça, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont joué au jeu, ça les a beaucoup, ça les avait un petit peu, comment dire, chagriné le fait que ce soit pas une vraie enquête. Et qu'en réalité, bah, si tu as trouvé suffisamment d'indices, finalement, plus tu fais durer l'enquête et plus tu as d'indices, plus potentiellement tu vas réussir ton jet. Et donc, quelle que soit ta résolution, elle sera bonne, quoi. Mais voilà, ce qui prouve bien que le but du jeu n'est pas le scénario en lui-même. Oui, non, mais c'est ça. Le but du jeu, c'est du PBTA, en fait. Et c'est de créer un univers, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ce qu'on a exploité aussi, qui était proposé par le jeu, c'était les fameuses coupures pub. Oui. C'est-à-dire que puisqu'on est dans une série, dans un jeu qui rend hommage aux séries Oui, télé, ça spoil un peu. Si on vous le dit là et que vous allez jouer, vous allez un peu être spoilé de ce point-là qui nous a mis sur le cul de faire une coupure pub. ouais, donc effectivement, le jeu propose en fait quand il y a un moment un peu de cliffhanger, alors on peut l'utiliser différemment. On peut l'utiliser pour faire une transition normale. On peut l'utiliser aussi pour donner un bonus, hein, selon c'est bien raconté. C'est-à-dire qu'on estime qu'on est à un moment de tension dans la narration. Et là, comme dans les séries télé américaines, coupure publicitaire et on demande, le MJ ou la MJ demande à un joueur-joueuse d'inventer une publicité sur un thème précis. Pour la première, j'ai un peu axé ça sur des pubs qu'on voit pour les émissions pour les personnes âgées. Je suis désolée, hein, ça faisait vraiment cliché. Ben oui, non, mais c'est le but, quoi. On va pas faire des couches culottes, quoi. Ouais, on a fait quoi? On a fait le fauteuil qui monte l'escalier sur une rampe. On a fait le Vicks Vaporub. Ouais, le truc de dentier aussi, je crois. Oui, c'est vrai. Et donc l'idée, c'est d'inventer une publicité avec une sorte de slogan et tout. Et voilà, on peut l'utiliser si on estime que la joueuse a bien pris le pli et a bien raconté sa pub. Bah, on peut décider de lui donner un bonus pour un jet pot futur. Donc ça, c'est aussi un moyen de donner de récompenser finalement la narration, hein, l'imagination des joueurs et les joueuses autour de la table. Ouais, vous y attendiez pas du tout la première fois. Non, ouais, la première fois, ça fait vraiment un choc en disant tiens, on fait des pubs maintenant. Ouais, non, c'est vraiment et ça, voilà, ça casse un peu le rythme, ça permet de souffler un petit peu pour peut-être pour le MJ de souffler un petit peu aussi de dire tenez, démerdez-vous avec ça, faites un peu de trucs, même si ouais, je pense que le MJ, il s'appuie aussi sur les joueuses pour faire l'univers, voilà, parce que c'est quand même dans le système de dire créez votre passé en temps réel, faites-nous des flashbacks, faites-nous des choses comme ça, quoi. Et donc là, pareil, faites-nous dans l'univers la coupure pub de votre épisode, quoi. Et nous, on était même allé plus loin. Alors, je sais pas s'ils proposent ça, de donner un nom à l'épisode. Non, ça, c'est nous qui l'avons un peu inventé, ouais. Voilà, on a dit en fin de session, on se remémorait les grands moments ouais. Les grands moments ouais, de l'épisode. Et on a dit, tiens, on pourrait donner un nom à l'épisode. Et on a comme ça de nommer toutes nos sessions par un nom d'épisode à chaque fois. Ouais. Alors on a beaucoup rire parce que le premier scénario qu'on avait fait qui était un père à la mer, c'est ça. Donc c'était un type qui s'était noyé, qui était tombé de son yacht et qui s'était noyé. Mmh. Donc on avait eu pêle-mêle la marée du Maccabée, mort au rat pour la morue, parce qu'il y avait on avait trouvé une morue pas très fraîche. Et un moment d'égarement. Alors ça c'est pour un grand passage où le personnage de Nancy, on l'a retrouvé dans la cuisine du yacht en train de boire des shots de tequila avec le cuisinier mexicain qui avait au moins la moitié de son âge, hein, on peut le dire. Ah là 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 là, c'est mamie, franchement. Oui, ce qui a donné lieu à un moment où j'ai essayé de faire l'accent mexicain. Ne faites pas ça chez vous, c'était catastrophique, mais ça vous a beaucoup fait rire, on peut le dire. Dans le deuxième scénario, c'était un peu pareil, puisqu'on avait mis la tête dans le punch, la cocotte ne sentait pas le Chanel et il faut pas pousser mamie dans les rosiers, suite à encore une chute de Nancy assez spectaculaire, quoi. Ouais, c'est ça. Nancy a donné de sa personne, hein, pour... Ouais, c'est sûr que c'était
C'était des moments assez épiques finalement pour un jeu. Oui, enfin voilà, des moments épiques pour des mamies, quoi. Donc, sauter par la fenêtre, quoi. C'était sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée, on va dire. On rappelle. Oui, bah, quand t'as plus de 70 ans, c'est pas la même limonade que quand t'as 25 ans, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, on peut dire enfin, moi vraiment, je pense que c'est une de mes meilleures expériences de jeu de rôle depuis bien longtemps. Parce que j'avoue que j'ai été vraiment très intéressée par le thème et l'univers qui me parlait beaucoup. Et en y jouant, j'ai vraiment été ravie par toute la liberté que ça offre. Le fait que les règles ne sont qu'au service de la narration. Moi, j'ai de plus en plus de mal à supporter les corpus de règles trop contraignantes. Enfin, vraiment, j'ai jamais été ultra fan parce que je trouve que ça fait beaucoup de choses à penser qui polluent en fait le récit. Et là, comme il y a peu de choses, en fait, t'es pas trop pollué, t'as pas tout le temps envie de remettre les personnages non plus dans des rails qui n'existent pas et qui sont un peu artificiels. Et moi, je pense que c'est une de mes meilleures expériences depuis super longtemps en jeu de rôle, quoi. Ouais, c'est une très bonne expérience. Bon, après, il y a des rails, il y en a quand même. Faut quand même aller aider le shérif, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Oui. Mais tu peux, en fait, tu peux tourner autour de l'enquête. En réalité, c'est pas très gênant, quoi. Oui. Mais non, mais oui, c'est vrai que c'est un univers contemporain. Donc, autant dans un pas Apocalypse World, c'était quoi On avait fait Dungeon World. Ouais, Dungeon World, voilà. Autant dans un Dungeon World, on est dans un monde un peu fantastique. Donc, quand on décrit des choses, faut essayer de faire passer du fantastique et de se dire voilà, c'est de la fantaisie, comment je peux le gérer, comment je dois réfléchir à un monde qui est pas le mien. Alors que là, on est vraiment c'est notre monde. Il y a pas de trucs, il y a pas de trucs qui volent, il y a pas de trucs, voilà. C'est vraiment c'est notre monde, c'est carré, et juste voilà, on donne de la couleur, une couleur particulière à l'univers, et chacun apporte un peu sa couleur, et ça fait un patchwork assez intéressant. Donc voilà, il y a moins on est plus vite dedans, je trouve, parce que comme c'est un monde classique qu'on connaît, on est plus vite dedans, et quand on colore les trucs, on voit plus vite ce que l'autre veut dire. Quand il parle des cupcakes de June Willoughby, on voit tous la vitrine avec les cupcakes roses devant, tu vois. Plus facilement que des choses un peu plus fantastiques qu'il faudrait plus décrire, alors que là, en 2 mots, on est plus vite dedans, je trouve. Ouais, tout à fait. Et après, le setup, donc c'est Brindlewood Bay, mais en vrai, on peut réutiliser un peu le système et puis l'ambiance pour créer peut-être quelque chose qui ressemblerait plus à effectivement du Miss Marple ou du Inspecteur Barnaby, donc qui serait plus qui se déroulerait plus dans une sorte de campagne anglaise, pareil, un peu fantasmée, qui pourrait d'ailleurs être contemporaine, hein, pas besoin que ce soit dans les années 30. Je pense que c'est tout à fait accable. Quand les mamies iront en vacances en Angleterre et que lors de leurs vacances, il y aura un meurtre, comme d'habitude dans ce genre de série. À croire que c'est elles qui commettent des crimes, parce que franchement... Mais voilà, vraiment, moi je trouve ce jeu incroyable, le système est parfait, et c'est vrai que maintenant, quand je joue à des jeux beaucoup plus scriptés, je souffre un peu, j'avoue. On va voir si nos prochaines expériences. Oui, parce qu'on a décidé là, on a fait donc 2 enquêtes complètes. On a décidé de faire une pause parce qu'après, il y a un petit côté un peu répétitif. Et on s'est dit que ce serait pas mal de retrouver nos mamies dans quelques temps quand on aurait fait un petit peu autre chose. Et du coup, tu t'es proposé pour nous faire jouer à quelque chose de très très différent, puisqu'on va jouer à quoi ? À Donjons et Dragons. Oui, parce que c'est les 50 ans de Donjons et Dragons cette année. Donc voilà. C'est normal qu'on participe à cet hommage. Faut rester dans l'actu. Voilà. C'était ça où on s'achetait des Legos. On achetait, c'était quoi, les Converse ou oui, quelle marque de chaussures était. Donc voilà, oui, on va essayer un petit scénario de Donjons et Dragons pour changer, pour revenir aux bases du jeu de rôle, et pour pouvoir mieux retrouver après nos mamies pour une prochaine saison de Brindlewood Bay. Oui, je pense qu'on y reviendra. On est toutes motivées pour y rejouer dans le futur, quoi.
Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'essayer, ça vaut vraiment le coup. Et même si vous maîtrisez pas très bien le système du PBTA, en fait, c'est super facile de prendre le pli. Hein. J'ai l'impression que même c'était plus simple que Dungeon World de mémoire, de mon ressenti de joueur. Oui, c'était. Mais je pense que c'est aussi l'ambiance contemporaine qui rend ça plus facile. Peut-être que quand on est dans un truc Medfan, où on a quand même l'idée qu'il y a une quête, quelque chose. En fait, là, les enjeux sont très différents, quoi. Oui, bah oui. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à ajouter sur le jeu ou pas ? Non, je pense qu'on a fait le tour de Brindlewood Bay. De toute façon, on rejouera sûrement, donc on vous en reparlera sûrement un petit peu. Hein. Oui, on y reviendra. Je vous encourage aussi à y jouer, à créer votre univers. Pour la petite histoire, là, je suis en train je vais essayer de créer un petit pitch pour un scénario qui se déroulerait en France dans le cadre du festival qui va se dérouler à Senlis au mois de septembre. Et donc, je vais essayer de créer un petit pitch qui se passerait justement à Senlis et qui prendrait comme décor le musée d'archéologie avec des mamies du coin. Ah. Il faut que je fasse le chemin jusqu'à Senlis alors pour venir jouer. Bien sûr, il faut absolument venir, quoi. Ok, écoute Dédé, je te remercie beaucoup. On va s'arrêter là. C'était une petite émission, dis donc, ce mois-ci. Hein. Un petit mois de mai. Fais ce qu'il te plaît, hein, comme tu dis. Bah oui, exactement. Donc, nous, ça nous convient très bien comme ça. On remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et puis, on se retrouvera le mois prochain, probablement pour la dernière émission de la saison. Je pense qu'on finira ensemble. Oui. On fera notre petite émission de jeu de rôle, puis on fera un petit bilan. Tu vas, mon pauvre, je vais te profiter pour te kidnapper pour faire le petit bilan de la saison 1 du podcast. Je serais enchanté de faire ce bilan avec toi. Oui, parce que tu es mon invité récurrent, le plus récurrent, justement. Je suis le plus souvent là, au bar. Exactement, à commander. Merci beaucoup Dédé, à bientôt alors. Et merci à tout le monde. À bientôt à toutes. Salut. Ciao. The Brindlewood Band, Alien Group de Miami, Gabrielle, Nancy et Monique. Elles ne sont pas là que pour lire des romans. Elles aident le shérif à résoudre les enquêtes.